Le bien-être, suivant le dictionnaire, est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, l'absence de soucis. Il y a un piège, c'est celui de confondre les biens matériels avec le bien-être. C'est pas aussi simple que ça parce qu'on a besoin de sécurité. J'ai vécu des expériences dramatiques qu'on appelle les expériences de mort imminente. J'ai retrouvé l'importance des odeurs et je vais vous parler de ça rapidement pour bien comprendre ou comprendre un peu plus ce que peut être le bonheur pour chacun d'entre nous. Une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, l'absence de soucis. La première chose qui vient à l'esprit quand on dit ça, eh bien, c'est qu'il faut ne pas avoir faim, avoir un toit au-dessus de sa tête et être en sécurité. Et c'est vraiment ça, les besoins fondamentaux. Et c'est ce qu'on retrouve malheureusement pas en situation de guerre, en situation d'extrême pauvreté. Et justement, cette extrême pauvreté, qui est souvent cette non-satisfaction des besoins physiques minimums, a amené le développement humain, a amené la dynamique humaine de chercher à avoir la sécurité matérielle avant tout. Cette sécurité matérielle, eh bien, encore une fois, ça doit être la nourriture, un toit et la sécurité physique, mais c'est difficile d'en voir les limites. Et on voit souvent des gens qui ont tendance à accumuler des biens matériels et on se rend compte aux États-Unis, en Europe, au Japon, donc ces pays qui ont été les premiers à avoir disons-le, des excès de richesse, eh bien que des gens finissent déprimés en ayant 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus de biens matériels que des gens qui sont bien plus heureux qu'eux en ayant beaucoup moins. Donc, l'aspect psychologique est très important. Comment se sentir bien? En fait, on se rend compte que quand on a ces besoins matériels de base qui sont couverts, le plus important est ce qu'on peut avoir dans sa tête. Et c'est justement ça le piège, de continuer à rechercher cette sécurité matérielle, d'aller au-delà de cette recherche de sécurisation matérielle en ayant de l'accumulation matérielle, en oubliant quels sont nos besoins psychologiques de base, qui sont aussi dans la sécurité, mais qui sont beaucoup plus dans la sécurité de ce qui nous entoure. J'ai grandi au Cameroun, dans une sécurité psychologique totale, avec des parents aimants, un toit et à manger tous les jours sans aucun problème, un frère à mes côtés, tout ce qui faisait être parfait. J'en suis parti à l'âge de 13 ans et ça a été un choc, un petit peu, de se retrouver justement en phase d'insécurité, de se dire que cette sécurité, elle n'était pas acquise. Même si le bien matériel était resté, mes parents sont rentrés en France, je les ai suivis, et je me suis retrouvé un peu perdu psychologiquement, donc très jeune, alors que souvent ça arrive plus tard chez les gens, dans des cas de divorce, de séparation, de malentente aussi, où on se retrouve finalement, où le psychologique passe bien au-delà des besoins matériels. Mais chez moi, c'est allé tellement loin, cette phase d'insécurité psychologique. J'étais assez fort, j'ai travaillé, je suis devenu commercial. Commercial, on vend, on est jeune, on a 18 ans, on vend tout. Bien, figurez-vous que je me suis retrouvé, à un moment donné, où c'est comme si mon cerveau et mon corps me disaient « Il faut que tu arrêtes, c'est ridicule, cette recherche de biens matériels, c'est pas ça qu'il te faut. » Je me suis retrouvé une nuit à vomir mon sang. C'était une hémorragie interne, une hémorragie ulcéreuse. Un ulcère qui s'acquiert pour des questions physiologiques, héréditaires, de bactéries, etc., qu'on connaît bien maintenant, mais que l'on sait aussi
extrêmement lié au mal-être psychologique, au stress. Et ce stress, je l'avais acquis en étant commercial, justement, en ayant, mine de rien, la facilité d'avoir du bien matériel. Quand on est bon commercial, on gagne assez vite bien sa vie. Et là, je me suis retrouvé allongé par terre, à vomir mon sang, à me vider de mon sang, mais littéralement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans ces descriptions qu'on l'on voit, qu'on l'on entend, de justement cette mort imminente. J'étais allongé par terre dans mon sang et je commençais à voir mon corps d'au-dessus. J'avais très soif. Quand on a une hémorragie, on est déshydraté. Et je voyais mes mains, il m'était impossible de les bouger. Je n'arrivais plus à ramper pour aller chercher de l'eau. Mon cerveau fonctionnait toujours, je me voyais et je voyais mon corps qui ne pouvait plus bouger, qui s'était vidé de vie. Je suis tombé dans les pommes, je me suis évanoui et le lendemain matin, je me suis réveillé et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon mode de vie, que cette sécurité matérielle que j'avais à peu près, c'était pas du tout ça qu'il fallait. Et là, c'était arrivé à l'extrême de se dire que c'était comme si mon corps et mon cerveau ne voulaient pas vivre de cette vie-là, que j'avais autre chose à faire dans la vie. Je vous passe les détails de ce que j'ai fait après, mais le plus important, c'est que j'ai quitté tout de suite cette vie. Je suis parti dès le lendemain me prendre 5 jours tout seul. J'étais pas du tout dans un entourage de gens qui étaient branchés psychologie, retour à la nature, etc. Mais j'ai senti ce besoin immédiat de partir d'où j'étais. Et je suis parti sur un canoë, sur une rivière, tout seul, en mangeant de l'argile pour me faire des pansements à l'estomac. J'ai rien mangé pendant plusieurs jours parce que je ne pouvais pas à cause de mon ulcère. Et je me suis retrouvé donc pendant 5 jours, tout seul, quasiment sans manger, sur une rivière. Je me suis même mis tout nu au soleil. Et ça m'a dit qu'il y avait quelque chose à faire d'autre pour retrouver le bien-être, le bonheur. Et quand je suis rentré, j'ai vendu ma voiture et pour me prendre un billet d'avion et repartir au pays de mon enfance, qui était le Cameroun. Et là, il s'est passé quelque chose d'important, qui sont la découverte des odeurs qu'on oublie, mais qui sont dans notre cerveau et qui font partie chaque jour, sans qu'on s'en rende compte, de notre bien-être. En arrivant au Cameroun, que je n'avais pas vu depuis, ça faisait 7-8 ans, j'avais des images en tête dans l'avion. Je me disais, je vais revoir ça, je vais revoir ci, je vais entendre ça. Mais en fait, ce qu'on retrouve, ce sont les odeurs. Et je me souviens, en descendant de l'avion, je me suis senti bien avec une odeur de moisissure, d'humidité. Le sud du Cameroun est très humide et j'avais grandi dedans. Et en fait, ça rassure, mine de rien. On se sent bien quand on est dans cet entourage olfactif qu'on oublie, dont on ne se rend pas compte, mais qui est ancré dans notre mémoire. Et ça, en fait, c'est ce qu'il y a au fond de notre mémoire qui fait souvent notre bonheur. Le plaisir de ses proches, les odeurs de ses proches, l'odeur de sa maman. Et tout ça, ce sont des choses qui rassurent et qui font qu'on se sent bien. Donc le psychologique, je l'ai retrouvé là. Ce bonheur tout simple d'être entouré de ces odeurs que je ne réalisais pas quand j'y étais, que j'avais oubliées. Dans les odeurs, il y a maintenant des études scientifiques qui montrent leur importance sur le psychologique. L'ylang-ylang, qui est produit à Madagascar en particulier, a été étudié scientifiquement et on a fait une étude en particulier récemment qui a été faite sur 24 personnes en application cutanée et 40 autres personnes qui l'avaient pris en olfactif. Et les résultats sont phénoménaux. On savait déjà scientifiquement que le rythme cardiaque va baisser avec des gens qui sont dans une atmosphère où on diffuse de l'ylang-ylang ou même qui en mettent en massage physique. On voit une baisse du rythme cardiaque. Donc ça, c'est scientifiquement mesuré. Pour un tensiomètre, on voit que la tension baisse, que le rythme cardiaque ralentit aussi.
Donc ça, c'est très important parce qu'on s'en rend compte. Et pourquoi cette odeur? D'autres gens vont être plus sensibles à des odeurs de géranium ou au sarro de l'ouest de Madagascar, qui est assez phénoménal pour ses multiples effets. Et en fait, on va avoir une réaction de l'huile qui va être harmonisante, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'elle va permettre de se détendre tout en se sentant plus éveillé. Et en fait, c'est ça, finalement, le vrai bien-être à un moment donné, psychologiquement, c'est de se sentir détendu tout en étant éveillé avec son cerveau. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être endormi, de ne plus bouger, de ne plus rien faire. Non, non. On parle vraiment de la détente, de se sentir bien et d'être capable justement d'avoir son cerveau qui va être le plus ouvert possible et le plus en réaction possible. Et ce bien physique, amené par le matériel, va souvent détourner de ce bien-être fondamental. Parce qu'on va rechercher toujours à avoir plus, on croit que c'est en ayant plus qu'on va se sentir bien. J'ai un très bon ami de 40 ans qui a beaucoup de moyens, vraiment beaucoup de moyens. Et je l'ai vu il y a quelques années se sentir très mal, malgré, on parle de millions et de millions d'euros. Et c'était pas ça, donc il a dû rechercher en lui ce qui allait faire qu'il allait se sentir bien, en ayant eu tout ce qu'il pouvait penser pouvoir vouloir. Il y a un chercheur qui s'appelait Martin Seligman, qui a été un des fondateurs de la psychologie positive, parce que justement, on peut travailler ce bien-être psychologique. Et il avait déterminé plusieurs points, en fait 5 points fondamentaux qu'il avait mis sous un acronyme PERMA, pour que les gens s'en souviennent un petit peu. C'était travailler sur les émotions positives, c'est-à-dire se sentir bien, c'est-à-dire qu'on va chercher qu'est-ce qui fait qu'on se sente bien. Ensuite, ce qu'il avait vu qui était fondamental pour se sentir bien, c'était l'engagement. Et ça, ceux qui me connaissent le savent, ce qui a changé ma vie après ce moment dramatique et dangereux, qui disait que j'allais mourir si je voulais, c'était justement de m'engager. M'engager pour la nature, m'engager pour les gens, pour la paix dans le monde. Et ça, finalement, c'est le E de cet acronyme PERMA qui a été popularisé par Martin Seligman. C'était de se dire, eh bien, finalement, s'investir dans des activités. Alors, elles peuvent être, comme moi je l'ai fait, philanthropiques ou environnementales, mais elles peuvent être sociales au niveau de son quartier, de ses voisins, etc., tout simplement. Et ça change la donne parce que ça va donner une vraie vision au cerveau, en quelque sorte, de son utilité de vie, de pourquoi on vit. Et ça aide beaucoup à se sentir bien. Ensuite, il y a les relations. Avoir des relations, mais authentiques avec les autres. Alors ça aussi, on s'y prépare. On s'y prépare en arrêtant de se mentir, en arrêtant de mentir aux autres, dire comment ça va. On peut se dire ça va pas très bien, mais on peut aussi chercher le positif et aussi de ne pas chercher dans ces relations superficielles. Voilà, on peut aller en boîte, on peut aller partout, rencontrer plein de gens de façon superficielle. Bonjour, bonsoir. Mais finalement, quand on prend le temps de travailler ces relations, d'être avec les gens qu'on aime, ces relations authentiques, ben finalement, c'est fondamental pour se sentir bien, être capable de côtoyer les gens qui sont importants pour nous. Ensuite, dans le PERMA, qui était issu de l'anglais, il y avait le meaning, donner du sens à sa vie. Et ça rejoint cet engagement. Je le disais tout à l'heure, l'engagement, il peut être tout simple de se dire, tiens, je vais faire quelque chose encore une fois, dans mon quartier. Mais on a aussi besoin de savoir pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, sur la planète, à quoi ça sert ce que je fais. Alors, on peut avoir un sens très simple qui est celui de s'occuper de ses enfants. Ça peut être très important parce que ces enfants, on a envie qu'ils soient bien. On a envie de le faire, on a envie de faire ça, mais ça peut aussi donner du sens. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et si on gagne de l'argent pour gagner de l'argent, mais finalement, on arrive vite au bout et ça a plus de sens à un moment donné. Et quelle tristesse c'est de voir, ce que moi je vois souvent des gens de 50 ans qui me disent « Ah, Olivier, toi, des fois on voit que tu galères, mais moi j'ai tout et je me sens pas bien. »
Et justement, ce qui est important, c'est ça, c'est d'essayer de son plus jeune âge, de s'engager pour des choses qui font du sens et qui vont donner un sens à votre vie. Encore une fois, ça peut être donner de la sécurité à sa famille, de se dire on va travailler pour que notre famille soit en sécurité, pour avoir un toit, le moyen de se déplacer aussi pour se sentir bien éventuellement. Mais une fois qu'on l'a, il faut arriver à très vite à se dire mais ça c'est qu'un volet, c'est que le volet de base. Ensuite, il faut avoir du sens à sa vie, sinon ça sert à rien et on trouvera pas finalement le bien-être. On peut trouver des petits, ce qu'on croit être du bonheur, qui sont des petits moments où on se dit ah tiens ça me fait plaisir. Et il faut pas confondre justement le plaisir et le bonheur. On peut se faire plaisir tout le temps par des petits trucs, mais finalement, le bonheur, il est beaucoup lié au sens qu'on va donner à sa vie, dans ce qu'on fait, comment on fonctionne. Et c'est ça qui est important à trouver, en vérité, quand on veut avoir du vrai bonheur, du vrai bien-être à la fin, se sentir bien totalement, et pas juste dans des micro-moments où on se fait plaisir de façon ponctuelle. Ensuite, le dernier mot dans le A de PERMA, c'était achievement, qui serait plus en français la réussite. Mais ça aussi, c'est très important, à un moment donné, de se dire, d'avoir les moyens d'acheter une maison à sa famille. On peut se dire, ça, c'est un aboutissement dans la vie. C'est une réussite. On a réussi dans la vie. Maintenant, s'il faut se dire, finalement, je réussis parce que je monte en grade dans mon entreprise, ça peut amener des gens. J'ai des amis qui sont chefs d'entreprise qui sont épanouis parce qu'ils le font, mais pas parce qu'ils gagnent de l'argent. Parce que finalement, ils ont trouvé qu'ils réalisaient quelque chose, qu'ils créaient des emplois. Ça, c'est très important de le faire, mais ça peut être aussi très, très simple. De se dire, j'ai atteint des objectifs qui peuvent être d'avoir ma place sur cette planète, de rendre des gens heureux. Et on se rend compte que finalement, ça donne beaucoup, beaucoup de bien-être, de faire du bien aux autres. Et ça, c'est très important et on l'oublie souvent. Quand moi, j'étais reparti au Cameroun, j'ai compris ça. J'ai compris que mon rôle dans ma vie, il était là. Donc, c'est passé par un pic extrême d'avoir failli mourir de cette hémorragie ulcéreuse qui m'a réveillé peut-être avant l'heure, qui m'a amené à penser différemment beaucoup plus tôt. Le fait que je redécouvre aussi cet environnement olfactif qui m'avait manqué, que je n'avais pas réalisé, de se dire finalement, eh ben voilà, c'est cette atmosphère que j'ai besoin d'avoir entre moi, que tout petit, qui m'a rassuré, qui a fait que toutes ces premières années de mon enfance, je me suis senti bien. Finalement, c'était un mélange de tout ça, d'atmosphère, de calme, de paix et d'odeurs aussi, qui étaient là, avec lesquelles je vivais, qui étaient autour de moi et qui contribuaient à ce bien-être. Et ça, il faut pas l'oublier. Et c'est là, je reviendrai aux odeurs, ce qu'on peut se faire aussi dans notre vie de tous les jours pour ce bien-être, c'est pas l'oublier. C'est retravailler ces odeurs. Ça peut être très simple d'aller dans la forêt, de ressentir l'odeur de la mousse de la forêt, de sentir les arbres et les bruits aussi de la forêt et des oiseaux, tout ça qui bouge autour de nous, c'est fondamental. Et parfois, quand on vit en ville, eh bien, on peut aussi reprendre ces odeurs. Les huiles essentielles sont phénoménales pour ça parce que ce sont des concentrés. Et ça fonctionne dans le cerveau très très vite en ayant un chemin direct en fait au, au, aux aspects de bonheur, ça se fait directement, ça n'a pas besoin de passer par la réflexion, on se sent bien quand on sent des odeurs. Alors, tout le monde n'a pas la même réaction à différentes odeurs parce que justement, on a un vécu historique lointain aux odeurs, mais finalement, on va retrouver dans des huiles essentielles qu'on va sentir, et ben, cette plénitude, ce calme qu'on a tendance à oublier quand on est en ville, avec des odeurs de pollution pas terribles, tout le monde les vit, je veux dire, dans les campagnes aussi, quand on prend nos bagnoles, etc. C'est pas du tout plaisant pour le cerveau, on s'en rend pas compte. Et donc,
Moi, je peux vous dire, si vous pouvez de temps en temps, faites-vous une petite diffusion d'huile essentielle. Cherchez celles qui vous vont à vous. Chacun a ses trucs. Il y a pas de, on sait qu'il y a des huiles qui ont des effets calmants, des citrus qui vont être dynamisants, bilan, que je vous disais, mais tout le monde n'aime pas les langues. Il faut trouver les siennes. Mais c'est vraiment fondamental de rechercher ces odeurs et donc de rechercher le plaisir au fond de soi. Donc ça, les huiles essentielles peuvent aider beaucoup à se retrouver dans une bonne atmosphère qui est favorable, je dirais, à la réflexion, à un retour sur soi, sans avoir à voyager obligatoirement jusqu'à à nos sources de notre enfance, que ce soit physiquement ou dans des recherches psychologiques de travail qu'on fait sur soi, et retrouver au fond de soi qu'est-ce qui donne le vrai bien-être, qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir heureux fondamentalement, de quitter un système de petits plaisirs immédiats qui font du bien. Ça fait toujours chouette d'aller faire un peu de shopping ou des trucs. Il faut pas dire que c'est obligatoirement mal. Mais si on ne vit que pour ça, si on pense que ce bien matériel va nous faire être dans le bien-être, là c'est une erreur. On se trompe quand on fait ça, parce que le bien-être, on l'a en soi, il faut le faire ressortir, il faut le rechercher, et c'est les gens qu'on a autour de nous, les bonnes gens, d'éviter les mauvais gens, de se forcer à se dire des bonjours, d'essayer d'aller vers les gens qui sont fondamentalement bien, de s'entourer et d'être dans une atmosphère où on va se dire, je vais faire quelque chose de ma vie, positivement, tranquillement, je vais me rendre utile, je vais aider les autres, ça aide beaucoup à se sentir bien. Et le bien-être, il se partage. Et plus on est bien avec des gens qui sont bien, plus ça entraîne du bien-être de partout. Je vous souhaite beaucoup de bien-être.